Bonjour chers amis jardiniers, vous regardez votre potager et vous voyez enfin les petites pousses vertes de votre ail d'hiver. C'est une belle victoire après les longs mois de froid. Mais attendez, vos pousses vous semblent un peu pâles, un peu fatiguées? Vous vous demandez si elles vont vraiment donner les belles têtes que vous espérez? Eh bien vous avez raison de vous poser la question, car le mois de mars est absolument crucial. C'est le moment où tout se joue. Beaucoup de jardiniers, même expérimentés, font une erreur capitale à ce moment précis, une erreur qui peut coûter toute la récolte. Aujourd'hui, je vais vous révéler non seulement comment éviter cette erreur, mais surtout, je vais vous donner le plan d'action exact pour transformer ces petites pousses fragiles en têtes d'ail géantes et savoureuses. Restez bien avec moi, car le secret d'une récolte abondante se cache dans les gestes simples que nous allons faire ensemble, dès maintenant. Pour bien comprendre l'importance du mois de mars, il faut se mettre à la place de notre plant d'ail. Imaginez qu'il sort d'une longue hibernation. Pendant tout l'hiver, il a dormi sous la terre, luttant contre le gel, l'humidité stagnante et le poids de la neige. Il a utilisé une grande partie de ses réserves d'énergie juste pour survivre. Maintenant que les jours rallongent et que le soleil se réchauffe, il se réveille. Et il a faim. Il a une faim de loup. C'est en mars qu'il va devoir développer tout son système foliaire, c'est-à-dire ses feuilles. Pourquoi est-ce si important? Parce que ces feuilles sont comme des panneaux solaires. Plus elles seront grandes, vertes et vigoureuses, plus elles capteront l'énergie du soleil. Et toute cette énergie sera ensuite envoyée sous terre pour faire grossir le bulbe, notre précieuse tête d'ail. Si on rate cette étape, si on ne lui donne pas le bon départ, le plant restera chétif. Il produira des feuilles faibles et par conséquent une petite tête d'ail décevante. Mars, c'est donc le sprint de départ d'un marathon qui se terminera en été. La toute première chose à faire est une inspection minutieuse, un véritable diagnostic de santé de vos plants. Approchez-vous de votre parcelle d'ail, mettez-vous à genoux si nécessaire. Regardez attentivement chaque pousse. Quelle est leur couleur? Un vert franc est un excellent signe. Si les pointes sont jaunes, ce n'est pas forcément grave, c'est souvent le résultat d'un petit coup de gel ou d'un excès d'eau passager. Mais si toute la feuille jaunit, c'est un signal d'alerte. Comptez le nombre de feuilles par plant. Plus il y en a, mieux c'est. Observez la vigueur générale. Les tiges sont-elles droites et fermes ou semblent-elles molles et affaissées? Touchez la terre autour. Est-elle gorgée d'eau, boueuse, ou est-elle simplement fraîche et meuble? Cette observation initiale est votre point de départ. Elle va conditionner toutes les actions suivantes. C'est comme un médecin qui examine son patient avant de prescrire un traitement. Prenez des notes mentales ou même écrites. Cette parcelle semble plus humide. Celle-ci a des plants plus jaunes. Ce travail de détective est le fondement du jardinage intelligent. Après l'hiver, la terre est souvent tassée, compactée par le poids de la neige et les pluies battantes. Elle forme une croûte en surface qui empêche l'air, l'eau et les nutriments de bien circuler. C'est un peu comme si votre ail essayait de respirer avec un oreiller sur le visage. La deuxième action vitale est donc de briser cette croûte. On appelle ça le binage ou le griffage. Prenez un petit outil à main, comme une binette ou une griffe à 3 dents. Travaillez très délicatement entre les rangs et avec une extrême précaution autour des plants. N'allez pas en profondeur. 1 ou 2 centimètres suffisent amplement. Le but n'est pas de labourer, mais de gratter la surface pour l'aérer. Ce simple geste a des bénéfices incroyables. Il permet à l'oxygène de pénétrer jusqu'aux racines, ce qui est essentiel à leur développement. Il facilite l'infiltration de l'eau de pluie, évitant le ruissellement. Et surtout, il réchauffe le sol plus rapidement, ce qui donne un coup de fouet à la croissance. Un vieux dicton de jardinier dit qu'un binage vaut 2 arrosages. En mars, je dirais même qu'il vaut de l'or. C'est un massage revigorant pour votre terre endormie. Dès que le sol se réchauffe, votre ail n'est pas le seul à se réveiller. Les graines de mauvaises herbes, ou adventices, n'attendent que ça pour germer. Et là, une véritable guerre de territoire commence. Votre ail déteste la compétition. Ses racines sont relativement superficielles, et il a besoin de toute l'eau et de tous les nutriments disponibles. Chaque mauvaise herbe qui pousse à côté de lui est un voleur, un concurrent direct, qui lui dérobe sa nourriture et sa lumière. C'est pourquoi le désherbage en mars est l'une des tâches les plus rentables que vous puissiez faire. N'attendez pas que les mauvaises herbes soient grandes. C'est beaucoup plus facile et efficace de les enlever quand elles sont au stade de plantule.
Le binage que nous venons d'évoquer va en détruire une bonne partie. Pour celles qui sont très proches de vos plants d'ail, il faut y aller à la main, méticuleusement. C'est un travail qui demande un peu de patience, mais considérez chaque herbe arrachée comme un investissement direct dans la taille de vos futures têtes d'ail. Un terrain propre en mars, c'est la garantie d'une croissance sans entrave pour les mois à venir. Ne laissez pas les envahisseurs prendre le dessus. Une erreur très courante chez les jardiniers débutants est de se précipiter sur l'arrosoir dès les premiers beaux jours. On voit les pousses, on a envie de les aider, et on pense que l'eau est la solution. En mars, c'est souvent le contraire. Le sol sort de l'hiver et il est, dans la plupart des cas, encore largement saturé en eau. Les pluies de fin d'hiver et la fonte des neiges ont fait des réserves. Arroser à ce stade risque de provoquer un excès d'humidité au niveau des racines. Et les racines de l'ail, comme beaucoup de bulbes, détestent avoir les pieds dans l'eau. Un sol détrempé et froid est la porte ouverte aux maladies fongiques, comme la pourriture. Les racines peuvent s'asphyxier et la croissance du plant sera stoppée net. Alors comment savoir quand arroser? C'est simple. Enfoncez votre doigt dans la terre sur quelques centimètres. Si la terre est fraîche et humide, ne faites rien. N'arrosez que si la terre est sèche en surface, sur plusieurs centimètres, et surtout s'il n'y a pas de pluie annoncée pour les jours suivants. En mars, la nature s'occupe généralement très bien de l'arrosage. Faites-lui confiance et gardez votre arrosoir pour plus tard. Maintenant que le sol est aéré et propre, il est temps de penser au repas. Comme nous l'avons dit, l'ail a une faim dévorante en ce début de printemps. Il a un besoin criant d'un nutriment en particulier, l'azote. L'azote, symbolisé par la lettre N dans les engrais NPK, est le moteur de la croissance végétative. C'est lui qui va permettre au plant de fabriquer des feuilles, beaucoup de feuilles, bien vertes et bien larges. C'est le moment de lui donner un premier coup de fouet. Vous pouvez utiliser un engrais organique riche en azote, comme le sang séché, la corne broyée ou même un purin d'ortie dilué. Répandez l'engrais solide en surface autour des pieds, sans toucher les feuilles, puis griffez légèrement pour l'incorporer. Si vous utilisez un engrais liquide comme le purin, arrosez au pied des plants. Attention, il faut être raisonnable sur les doses. Un excès d'azote est aussi néfaste qu'un manque. Il pourrait favoriser un feuillage exubérant au détriment du bulbe et rendre les plants plus sensibles aux maladies et aux pucerons. Ce premier apport, c'est le petit déjeuner des champions pour votre ail. Si vous êtes un adepte du jardinage 100% naturel, il existe d'excellentes alternatives aux engrais du commerce. La meilleure option est un compost bien mûr, fait maison si possible. Un compost de qualité est un trésor pour le jardin. Il n'est pas seulement riche en nutriments, il est aussi plein de vie. Il contient des milliards de micro-organismes qui vont travailler pour vous, en aérant le sol et en rendant les minéraux disponibles pour les racines de votre ail. En mars, vous pouvez épandre une fine couche de compost tamisé, d'environ 1 cm d'épaisseur entre vos rangs d'ail. Incorporez-le très superficiellement avec une griffe. Une autre option fantastique est le fumier bien décomposé, de cheval ou de vache par exemple. Attention, il doit être très vieux, presque transformé en terreau. Un fumier frais brûlerait les racines. Le fumier apporte de l'azote, mais aussi de nombreux autres oligo-éléments essentiels. Ces solutions organiques ont un avantage majeur. Elles nourrissent le sol, qui à son tour nourrira la plante. C'est une approche à long terme qui améliore la structure et la fertilité de votre potager année après année. Une fois que vous avez aéré, désherbé et nourri, il est temps de protéger votre travail et vos plants. Comment? Avec une technique simple et incroyablement efficace, le paillage. Pailler, c'est simplement couvrir le sol autour de vos cultures avec une couche de matière organique. Cette couverture va agir comme une armure multifonction. Premièrement, elle empêche la lumière d'atteindre le sol, ce qui limite considérablement la germination des mauvaises herbes. C'est un gain de temps et d'énergie considérable pour vous. Deuxièmement, elle protège le sol des intempéries. En cas de forte pluie, elle évite la formation d'une nouvelle croûte de battance. En cas de sécheresse, elle conserve l'humidité du sol en limitant l'évaporation. Troisièmement, en se décomposant lentement, le paillage va nourrir la vie du sol et apporter de la matière organique, améliorant sa structure. Enfin, il régule la température du sol, le protégeant des derniers gels tardifs de mars ou des premières salières chaleurs d'avril.
Pailler son ail en mars, c'est le border dans une couverture protectrice et nourrissante. Très bien, mais quel paillis utiliser pour l'ail en mars? Toutes les matières ne se valent pas à cette période. Il nous faut un paillis qui protège, mais qui ne risque pas de retenir trop d'humidité ou d'asphyxier les jeunes pousses. Une des meilleures options est la paille bien sèche. Elle est légère, aérée et se décompose lentement. Les tontes de gazon séchées sont également excellentes, à condition de les appliquer en couches fines et successives pour éviter qu'elles ne forment un paquet compact et humide. Les feuilles mortes de l'automne, si vous en avez gardé un tas, sont parfaites. Elles sont riches en carbone et abritent une faune utile. Le foin peut aussi être utilisé, mais attention, il contient souvent des graines de mauvaises herbes qui pourraient ne germer. Une option de luxe est le BRF, le bois raméal fragmenté, qui est un broyat de jeunes branches. C'est un paillis très riche qui nourrit le sol en profondeur, mais il faut l'appliquer en fines couches au début. Évitez les paillis trop frais et humides, comme les tontes fraîches en grosse épaisseur, qui pourraient favoriser la pourriture du collet. Appliquez une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur, en laissant un petit espace libre autour de la tige de chaque plant d'ail pour permettre à l'air de circuler. Mars et avril sont des mois à risque pour l'une des pires maladies de l'ail, la rouille. Ce champignon se développe particulièrement bien quand il y a une alternance de périodes humides et de températures douces. Il est donc crucial de surveiller attentivement le feuillage de vos plants. La rouille se manifeste par l'apparition de petites pustules, des taches de couleur orange ou brune sur les feuilles. Au début, il n'y en a qu'une ou deux. Si vous ne faites rien, elles vont se multiplier à une vitesse folle, couvrir toute la feuille, qui va finir par se dessécher et mourir. Rappelez-vous, les feuilles sont les panneaux solaires de votre ail. Moins il y a de surface foliaire saine, plus le bulbe sera petit. La détection précoce est la clé. Dès que vous voyez la toute première pustule, agissez. Coupez immédiatement la partie de la feuille atteinte ou la feuille entière si elle est très touchée. Mettez ces déchets dans votre poubelle et surtout pas au compost pour ne pas propager la maladie. Lavez-vous les mains et désinfectez votre sécateur après l'opération. C'est une course contre la montre que vous pouvez gagner par la vigilance. Mieux que guérir, il y a prévenir. Pour aider votre ail à résister aux maladies comme la rouille ou le mildiou, vous pouvez faire appel à des alliés naturels, les plantes elles-mêmes. Préparez des décoctions ou des purins qui vont renforcer les défenses de vos plants. La prêle des champs, par exemple, est très riche en silice. La silice renforce les parois cellulaires des feuilles, les rendant plus difficiles à pénétrer pour les champignons. Une décoction de prêle, pulvérisée sur le feuillage tous les 15 jours par temps sec, est un excellent traitement préventif. Le purin d'ortie, en plus d'être un bon fertilisant, est aussi un stimulateur des défenses naturelles. Une pulvérisation de purin dilué à 5% aidera vos plants à être plus forts et plus résilients. Il y a aussi les tisanes d'ail ou de consoude. Ces préparations ne sont pas des pesticides miracles, elles ne tueront pas une maladie déjà installée. Mais elles agissent comme un vaccin, comme une cure de vitamines, qui aide la plante à se défendre elle-même. C'est une approche proactive et respectueuse de l'écosystème de votre jardin. En observant vos plants, vous réaliserez peut-être que certains sont trop proches les uns des autres. C'est une erreur de plantation fréquente à l'automne. Pourquoi l'espacement est-il si important? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la concurrence. Deux plants trop serrés vont se battre pour la même eau, les mêmes nutriments et la même lumière. L'un des deux, voire les deux, en souffrira et restera petit. Deuxièmement, la circulation de l'air. Un feuillage dense et confiné sèche mal après la pluie ou la rosée. Cette humidité stagnante est un véritable boulevard pour les maladies fongiques comme la rouille. Un bon espacement, d'environ 15 cm entre chaque plant, permet à l'air de circuler, de sécher les feuilles rapidement et de limiter les risques. Que faire en mars si vous constatez ce problème? Malheureusement, il est trop tard pour les déplacer. Vous risqueriez de casser les racines. La seule option, si la densité est vraiment excessive, est un choix difficile. En sacrifiez un des deux. Choisissez le plus faible et arrachez-le délicatement. Vous pouvez le consommer comme de l'ail en salade. C'est une leçon importante pour vos plantations de l'automne prochain. Qu'est-ce qui donne à l'ail son goût si caractéristique, si puissant et piquant? C'est en grande partie dû à la présence de composés soufrés.
Pour que la plante puisse fabriquer ses composés, elle doit trouver du soufre dans le sol. La plupart des sols en contiennent suffisamment, mais un petit coup de pouce peut parfois améliorer le goût et la conservation des têtes. Comment apporter du soufre de manière naturelle? Une source traditionnelle est la cendre de bois. Attention, il faut l'utiliser avec une grande parcimonie. La cendre est très riche en potasse, ce qui est excellent pour la formation des bulbes, mais elle modifie aussi le pH du sol en le rendant plus alcalin. Une petite poignée par mètre carré, pas plus, saupoudrée au début du printemps, est largement suffisante. Assurez-vous que la cendre provient de bois non traité et non peint. Une autre source de soufre est le compost, surtout s'il contient des restes de plantes de la famille des choux. Ne vous focalisez pas trop sur cet aspect, mais sachez qu'un sol équilibré et riche en matière organique fournira tout ce dont votre ail a besoin pour développer sa saveur unique. Voir les feuilles de son ail jaunir est une source d'inquiétude pour de nombreux jardiniers. Mais il ne faut pas paniquer tout de suite. Il faut d'abord comprendre la cause, car il y en a plusieurs. Premièrement, il est tout à fait normal que les feuilles les plus anciennes, celles à la base du plant, jaunissent et se dessèchent au fur et à mesure que de nouvelles feuilles apparaissent au centre. C'est le cycle de vie normal de la plante. Deuxièmement, un jaunissement généralisé des jeunes feuilles peut être le signe d'une carence en azote, une faim d'azote. C'est le signal qu'il est temps de faire l'apport d'engrais dont nous avons parlé. Troisièmement, et c'est souvent le cas en sortie d'hiver, un sol trop humide, gorgé d'eau, peut faire jaunir le feuillage. Les racines sont asphyxiées et n'arrivent d'eau plus à absorber les nutriments. Dans ce cas, la solution est d'aérer le sol et surtout d'arrêter tout arrosage. Observez bien vos plants. Le jaunissement est-il localisé en bas ou généralisé? Le sol est-il sec ou détrempé? La réponse à ces questions vous donnera la clé pour agir correctement et sauver la situation. Nous avons parlé du premier apport d'engrais en mars, riche en azote pour booster le feuillage. Mais est-ce suffisant? Faut-il nourrir l'ail une seconde fois? La réponse est oui, mais pas tout de suite et pas avec la même chose. Le premier repas était focalisé sur la croissance des parties aériennes. Le second repas, qui interviendra plus tard au printemps, vers la fin avril ou le mois de mai, devra être orienté vers la croissance du bulbe. Pour cela, la plante a besoin d'un autre élément clé, la potasse, symbolisée par la lettre K. La potasse joue un rôle essentiel dans la formation des réserves, donc dans le grossissement de la tête d'ail. À ce moment-là, un engrais plus équilibré ou spécifiquement riche en potasse sera idéal. La cendre de bois, mentionnée précédemment, est une excellente source de potasse. La consoude, sous forme de purin ou de paillage, en est également très riche. Pensez donc au régime alimentaire de votre ail en deux temps. D'abord l'azote pour les feuilles, ensuite la potasse pour le bulbe. C'est la recette d'une récolte équilibrée et généreuse. Au-delà des maladies, il faut aussi garder un œil sur les insectes nuisibles. L'un des plus redoutables pour l'ail est la teigne du poireau, aussi appelée ver du poireau, dont la chenille creuse des galeries dans les feuilles et peut descendre jusqu'au bulbe. Un autre ennemi est la mouche de l'oignon, dont les larves attaquent les racines et le bulbe, provoquant le flétrissement et la mort du plant. La surveillance commence dès le printemps. Inspectez régulièrement le feuillage pour déceler la présence d'œufs ou de petites chenilles. Le meilleur moyen de lutte reste la prévention. La méthode la plus efficace est l'installation d'un filet anti-insectes. C'est un investissement, mais il protège vos cultures de manière physique, sans aucun traitement. Il doit être installé avant le début du vol des insectes, généralement en avril, et bien maintenu au sol pour ne laisser aucun passage. L'association de cultures peut aussi aider. Planter des carottes à proximité de l'ail est une vieille astuce de jardinier. L'odeur de la carotte perturberait la mouche de l'oignon et l'odeur de l'ail perturberait la mouche de la carotte. Un bel exemple de coopération au potager. Même si nous sommes concentrés sur la récolte de cette année, un bon jardinier a toujours un coup d'avance. Le soin que vous apportez à votre ail en mars est aussi l'occasion de penser à l'avenir de votre potager, et notamment à la rotation des cultures. L'ail appartient à la famille des Aliacées, comme l'oignon, l'échalote et le poireau. Ces plantes ont tendance à épuiser le sol en certains nutriments et surtout, elles peuvent abriter des maladies et des parasites spécifiques qui restent dans la terre. Planter de l'ail au même endroit plusieurs années de suite est la meilleure façon de voir apparaître des problèmes sanitaires et de voir vos récoltes diminuer.
Il est donc impératif de pratiquer une rotation. Après votre récolte d'ail en été, ne replantez pas une autre Alliacée à cet endroit. Installez plutôt une culture de la famille des légumineuses, comme des haricots ou des pois, qui ont la capacité d'enrichir le sol en azote. Ou bien des légumes-fruits comme des courgettes. Idéalement, il faudrait attendre 3 ou 4 ans avant de faire revenir l'ail sur la même parcelle. Pensez à la rotation dès maintenant, c'est garantir la santé et la productivité de votre jardin pour le long terme. Le mois de mars est connu pour sa météo imprévisible. On peut avoir une journée digne du mois de mai suivie d'une nuit de gel intense. Le jardinier intelligent doit être capable de s'adapter. Que faire si une forte gelée tardive est annoncée? Si vos plants sont encore petits, le risque est limité. Mais si le feuillage est déjà bien développé, un coup de gel peut le brûler. Si vous n'avez que quelques plants, vous pouvez les couvrir pour la nuit avec un pot en terre cuite retourné ou un voile d'hivernage. Si la parcelle est plus grande, un paillage épais au pied aidera à protéger le bulbe. Et en cas de pluie incessante pendant plusieurs jours, assurez-vous que votre sol est bien drainant. Si l'eau stagne, le binage pour aérer dès que possible sera votre meilleur allié. À l'inverse, si mars est exceptionnellement sec et venteux, il faudra peut-être déroger à la règle et faire un premier arrosage modéré, toujours en vérifiant l'humidité du sol en profondeur. L'observation quotidienne de vos plantes et du ciel est votre meilleur guide. Il n'y a pas de recette unique, seulement une adaptation constante aux conditions du moment. C'est un sujet qui concernera surtout la fin du printemps, mais il est bon de l'avoir en tête dès maintenant. Si vous cultivez de l'ail à col dur, aussi appelé ail d'automne, vous verrez apparaître au mois de mai ou juin une longue tige rigide au centre de la plante qui se termine par une sorte de capsule. C'est la hampe florale. La plante se prépare à fleurir et à produire des graines. C'est son instinct de reproduction. Mais pour faire cela, elle va utiliser une quantité énorme d'énergie. Et cette énergie, elle la prendra où? Dans ses réserves, c'est-à-dire dans le bulbe. Si vous laissez la fleur se développer, votre tête d'ail sera beaucoup plus petite. Il est donc impératif de couper cette hampe florale dès qu'elle apparaît. On l'appelle aussi la fleur d'ail. Ne la jetez pas. C'est un délice en cuisine, avec un goût d'ail frais et subtil. On peut la ciseler dans les salades, les omelettes ou en faire un pesto. En supprimant cette hampe, vous forcez la plante à rediriger toute son énergie vers le bas, pour le plus grand bonheur de votre future récolte. C'est un geste simple avec un impact énorme. Toutes les actions que nous avons décrites, comme l'aération, l'apport de compost ou le paillage, ont un objectif commun bien plus profond que de simplement nourrir la plante. L'objectif est de nourrir et de favoriser la vie du sol. Votre terre n'est pas un simple support inerte, c'est un écosystème complexe et grouillant de vie, bactéries, champignons, vers de terre et des milliers d'autres micro-organismes. Ce sont eux les véritables cuisiniers de votre jardin. Ce sont eux qui décomposent la matière organique et la transforment en nutriments assimilables par les racines de votre ail. Un sol vivant est un sol fertile, aéré, qui retient bien l'eau et qui est plus résistant aux maladies. En travaillant doucement le sol, en lui apportant du compost et en le couvrant d'un paillis, vous créez un habitat idéal pour ces précieux alliés. Vous arrêtez de penser en termes de nourrir la plante pour penser en termes de nourrir le sol. C'est le secret de la permaculture et du jardinage durable. Un sol en bonne santé vous donnera des plantes en bonne santé et des récoltes abondantes, année après année. Résumons ensemble le plan d'action pour un ail parfait ce mois de mars. C'est votre checklist pour ne rien oublier. Premièrement, l'inspection générale pour évaluer la santé de vos troupes. Deuxièmement, le griffage superficiel pour briser la croûte du sol et laisser la terre respirer. Troisièmement, le désherbage manuel et méticuleux pour éliminer toute compétition. Quatrièmement, pas d'arrosage précipité, on vérifie d'abord l'humidité du sol. Cinquièmement, le premier repas, un apport d'engrais riche en azote ou de compost bien mûr pour lancer la croissance du feuillage. Sixièmement, la pose d'un paillage protecteur pour garder l'humidité, limiter les mauvaises herbes et protéger le sol. Et enfin, septièmement, une vigilance de tous les instants pour détecter le moindre signe de maladie, comme la rouille, et agir immédiatement. Voilà les 7 commandements du jardinier d'ail au mois de mars. Chacune de ces étapes est simple, rapide, et ne demande pas d'efforts surhumains. Mais leur combinaison est d'une efficacité redoutable.
c'est la définition même du jardinage intelligent, des gestes précis, au bon moment, pour un résultat maximal. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous voyez que le destin de votre récolte d'ail se joue en grande partie maintenant, sur quelques semaines cruciales au début du printemps. Ce ne sont pas des techniques compliquées ou coûteuses, c'est simplement de l'observation, du bon sens, et quelques gestes faits au bon moment, en prenant soin de votre sol, en nourrissant vos plants intelligemment et en les protégeant. Vous ne faites pas que sauver votre ail d'un hiver difficile. Vous le mettez sur la voie royale pour qu'il exprime tout son potentiel et vous offre des têtes magnifiques, charnues et qui se conserveront parfaitement. Le travail que vous faites aujourd'hui, c'est l'assurance d'avoir votre propre ail savoureux pour cuisiner pendant de longs mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. Et vous, quelle est votre astuce secrète, votre petit truc de grand-père ou de grand-mère pour booster votre ail au printemps? Partagez-la avec notre communauté de jardiniers passionnés. À très bientôt au potager.